tout ce qui a pu être dit et présenté dans cette journée, en commençant par On est comme tout le monde, hein, dans le film. Cette jeune femme qui commence par nous dire qu'elle est comme tout le monde et ça se termine par on vit en couple et malgré le fait qu'on soit handicapé, ce qui ne veut pas dire quand des personnes disent qu'ils sont comme tout le monde, qu'ils ne sont pas handicapés. Ils disent on est d'abord comme tout le monde, ce que tu as, Christian, rapporté en entrée de l'après-midi. Et on est entièrement d'accord. Et il me semble que c'est, moi, de mon point de vue, le point d'orgue de cette thématique et si on parlait des compétences. Donc, je peux peut-être donner la parole peut-être au professeur Desportes parce que j'avais envie qu'il rajoute un peu à ce qu'il a pu nous dire, son expérience de ce qui avait bougé depuis l'expertise INSERM, mais peut-être aussi, peut-être plus simplement depuis 2005, sur à la fois les représentations autour du handicap, mais également sur les pratiques autour du handicap. Je sais qu'il se promène beaucoup en France, mais aussi un peu à l'étranger. Et il me semble que ces éléments-là, ça nous permettra après de redémarrer avec vous la salle. J'attends beaucoup de vous et de vos questions, particulièrement sur l'espèce de truc complètement révolutionnaire là qui nous a amené Christian, où on s'y repère pas du tout. Ben moi, d'accord. Vous en êtes d'accord et après on dialogue. Je suis pas d'accord. D'accord. Non, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment que la salle s'exprime. Donc l'évolution, je crois que chacun la vit là où il est, dans son expérience locale. Moi, je suis témoin de ce que j'observe surtout en consultation et de ce que les parents veulent bien me dire, du vécu quotidien. Je crois que c'est peut-être le seul statut que je puisse avoir comme les autres praticiens, c'est d'être témoin privilégié de choses qui ne nous appartiennent pas. Mais l'évolution, moi, je trouve quand même que, même si on a l'impression individuelle que le parcours est à chaque fois encore un parcours du combattant, où les parents sont toujours en première ligne à devoir, il y a la guerre, là, la notion de combat où on gagne des batailles, mais c'est vraiment des batailles à gagner. Et ça, on ressent quand même beaucoup encore, qu'il y a des parcours qui ne sont pas du tout lisses, qui sont toujours des droits à acquérir, etc. Et en même temps, donc individuellement, le temps semble toujours trop long. Et collectivement, je trouve quand même que depuis la loi du 11 février 2005, on a quand même changé de paysage, quoi. Je vois bien entre le monde de l'hôpital et le monde du médico-social, les professionnels du sanitaire, de l'accompagnement, les parents qui sont devenus de plus en plus au cœur, y compris pas que des interventions, mais on ne fait plus un enseignement sans qu'il y ait des parents qui viennent enseigner, non pas témoigner, mais enseigner de l'expérience, du savoir expérientiel. Donc tout ça, c'est des éléments de langage, je trouve, qu'on a de plus en plus partagés entre nous, qui sont de plus en plus familiers et qui ne sont plus des gros mots. Donc après... déjà, pouvoir s'accorder sur les mots, c'est déjà en soi quelque chose d'important. Et on a à s'apprivoiser. Et puis en même temps, tant mieux qu'on ne mette pas tous les mêmes choses sur les mots, mais au moins qu'on sache accepter que l'autre ne dit pas la même chose quand il parle avec les mêmes mots. Là-dessus, on a encore beaucoup de travail, à mon avis, pour se décloisonner et apprendre à travailler ensemble. Mais à part ça, je trouve que cette question du handicap, je trouve que depuis 15 ans, on voit quand même une trajectoire, s'il faut parler de trajectoire développementale de la prise en compte des personnes en situation de handicap. On sent qu'en tout cas, nous les professionnels, on est obligés, on n'a plus le choix. On est obligé d'ouvrir notre champ de pensée. On est obligé, les établissements médico-sociaux on parle beaucoup d'évolution de l'offre, et tout ça, ça peut faire peur. Et en même temps, quand on revient aux questions fondamentales que vous avez dites à l'instant, qui étaient oui, il faut vraiment, la question c'est changer de regard, mais ça se fait vraiment avec une maturation lente. Je vois moi ce que j'ai pu comprendre au fur et à mesure, et encore là, cette notion de processus, soit par développement où on voudrait que l'enfant ou l'adulte ait malgré tout encore des compétences qui augmentent progressivement,
et on accompagne ces progrès de performance quelque part, alors que les questions que vous posez, c'est si on évalue, c'est d'abord quelle est la question qui est posée. Et la question qui est posée, c'est quelle est l'aspiration profonde de la personne, et c'est ça qui devrait être déterminant pour tout le reste finalement. Donc oui, c'est ça. La question posée, c'est à quoi aspire la personne, et de ce fait, dans ce cas-là, on met en place ou pas les évaluations nécessaires pour voir si on est dans le réel ou si on est une marche au-dessus ou dans quelque chose qui n'est peut-être pas accessible, mais on ne le sait pas. Donc c'est tout. Moi, je n'ai rien d'autre à dire que malgré tout, cette espérance qu'il y a quelque chose où on est dans une dynamique qui est plutôt qui va vers le mieux, malgré les apparences. Je crois réellement. Merci de ne pas avoir répondu à ma question. Ce que vous n'avez pas fait. Bien, la parole au questionnement, à la salle. Vous ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, je sais attendre. Bonjour. Voilà. Moi, j'ai 2 questions. La première... Alors, est-ce que, la règle, vous vous présentez et vous nous dites ce que vous faites dans la vie? Alors, bonjour, je m'appelle Corinne, je suis orthophoniste à Nîmes. J'ai 2 questions. Est-ce que vous connaissez des dispositifs du genre du PAPA qui nous a été présenté ce matin par le docteur Bagdali et qui s'adresserait aux parents d'enfants pas forcément concernés par l'autisme? Et la deuxième question, ça serait pour ce que vous avez présenté, Monsieur Houdon. Comment est-ce qu'on peut avoir le contact de ces personnes médiatrices dont vous parlez et qui pourraient être importantes, avec lesquelles il pourrait être intéressant de se mettre en rapport quand on a des jeunes gens qui sont justement en train de prendre une direction professionnelle et qui ont justement besoin d'être en contact avec des personnes qui soient un peu détachées de leur réalité du quotidien, soit leurs parents, soit les soignants comme moi qui peuvent les connaître depuis des années et qui ont forcément des idées préconçues. Dans la salle, vous avez des réponses pour la première question sur le TP Papa ou des équivalents de... L'Institut Devenir à Toulouse. Qui fait quoi? Qui propose des programmes pour les parents. Donc nous, on est parents et on y a été pour notre fille qui est porteuse de trisomie 21. D'accord. Et vous en avez pensé quoi? On est entre nous là. Hein? On est en cours. On est complètement entre nous là. Vous pouvez nous dire. On a commencé il y a 2 mois et elle a 10 ans. Voilà. Et c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant. Ouais. Ça soutient le développement neurologique, sensoriel, langagier. Mais ça demande évidemment pour les parents. Ça demande de la présence de la... Oui, il faut s'y coller tous les jours. Et vous en profitez pour discuter entre parents ou c'est un peu des professionnels? Individuel. C'est individuel. Oui, c'est individuel. D'accord. C'est individualisé à chaque environnement familial. Oui, on vient avec l'enfant, ils évaluent où se situe l'enfant au niveau des sensations, des réflexes archaïques, du langage, du corps, etc. Ils évaluent où est l'enfant et à partir de là, ils proposent un programme adapté pour chaque enfant et aussi aux réalités de chaque famille. D'accord. Ce que peuvent faire les familles. Donc voilà, ça s'appelle Devenir. Devenir. C'est une équipe de 3 personnes à Toulouse. Ok. Ils sont très bien. Monsieur Marion. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Jacques Marion, je suis originaire de Nîmes. Je m'occupe de façon régulière de l'association Trisomie 21 Gare. J'ai été président national de Trisomie 21 France il y a quelques années. Et je voudrais répondre à la question qui a été posée derrière par rapport aux
au choix ou aux possibilités de formation ou d'accompagnement. Sur le Gard et un petit peu l'Hérault, puisqu'il y a des personnes de l'Hérault qui sont venues nous rejoindre, ayant le bouche à oreille a fonctionné. Donc, nous avons mis en place, maintenant il y a une dizaine d'années, à la demande des personnes, c'est-à-dire à ma parole doit compter, c'était des personnes qui étaient sorties ou qui allaient sortir du dispositif scolaire et où ils étaient allés à l'école dite ordinaire et qui voulaient travailler comme tout le monde avec un contrat de travail dans une entreprise. À partir de là, on leur a proposé de les accompagner et cet accompagnement a donné au fil des années un nom qu'on a appelé déficience intellectuelle pour l'emploi. Et nous avons aujourd'hui, nous recevons des personnes souvent accompagnées par leurs parents. Le seul critère, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Si la réponse c'est je veux travailler comme tout le monde, que la personne n'ait pas les compétences acquises pour pouvoir travailler, cela n'a pas d'importance. Bon, et on a mis un dispositif pour ces personnes-là qui dure 3 ans, donc c'est assez long. Au début c'était 1 an, puis on a fait 2 ans, puis on a pensé qu'il fallait 3 ans, mais pas plus. Donc au bout de 3 ans, la personne doit avoir acquis suffisamment de développer ses compétences pour pouvoir signer un contrat de droit commun qu'on a recherché avec la personne au travers des entreprises gardoises ou héroltaises. Et ensuite, on lui propose, si elle le souhaite, de l'aider à maintenir son emploi et développer son emploi dans l'entreprise où elle était embauchée. Donc, s'il y a des personnes qui sont intéressées, le prochain cycle démarrera en 2021, puisque ce sont des cycles de 3 ans. Mais donc, c'était pour répondre un petit peu à la question qui était derrière moi. Donc, c'était et parallèlement à ça, Christian Roudon qui a présenté tout à l'heure le Prisme 21 Loire. Donc, nous avons développé un prisme sans que ça devienne le nom de l'association, avec une médiatrice de parcours inclusif. Donc, pour justement répondre aux paroles à la demande des personnes qui travaillent et qui veulent aller plus loin dans leur vie de citoyen au niveau du département du Gard. Voilà, c'était pas une question, c'était plus une information qu'une question. Merci. D'autres expériences par rapport à... Bonjour, Karine Gouzy, donc je travaille sur un CSA dans l'Ozère. Et pour répondre à la question de la dame, nous avons mis en place depuis 2 ans un groupe d'aide aux aidants. On s'est beaucoup appuyé sur le livre dont a parlé ce matin Madame Bagdali, sur l'éducation thérapeutique du patient. Donc on n'a pas du tout la prétention de faire la même chose, mais on travaille avec des familles, on l'a co-construit avec des familles, avec l'association aussi Sésame Autisme, et on invite les parents qui le souhaitent dans les locaux de la MDA à participer à un groupe d'information. Donc c'est sur 6 mois, c'est 2 heures par mois, le mercredi soir pour faciliter leur venue, et sur des thèmes très précis, et le but étant de donner de l'information, de prendre en compte aussi la parole des fratries. Voilà. Et donc, c'est aussi ouvert, mais c'est en Lozère. Voilà. C'est bien aussi. Dans les locaux de la MDPH à Mende. Voilà, on a voulu un lieu neutre parce qu'on fait partie d'une association et le but, c'est vraiment que ce soit accessible à toutes les personnes et notamment à tous les parents d'enfants avec TSA. Voilà. Non, mais c'est bien aussi la Lozère, hein, faut pas croire. D'autres... Bon. Ouais. Autre. Peut-être Christian a des réponses aussi à apporter. Je n'avais pas tout à fait une réponse, simplement un complément, parce que Madame m'avait posé la question directement. Je vais aussi
donner mes éléments de réponse. Je comprends bien la question. C'est est-ce qu'on peut trouver en quelque sorte des médiateurs disponibles comme ça? Il existe plusieurs situations où, comme on vient de le voir, un travail d'élaboration, de construction et d'apport d'informations se développe dans différentes associations. Il faut savoir aussi que ce métier de médiateur est une nouvelle profession qui va se développer aussi, mais de façon beaucoup plus indépendante. C'est-à-dire que dans d'autres régions, il y a des métiers comme ça qui vont se mettre en place. C'est une démarche beaucoup plus libérale que associative. Et ce sont des gens qui vont être disponibles pour construire avec des parents, par exemple, des notions de parcours et d'aller solliciter les gens. La seule attention que je vous inviterai à porter, c'est qu'est-ce qui garantit effectivement les valeurs que vous recherchez. Pour nous, ce que je vous ai présenté, on essaye de garantir ces valeurs d'autodétermination et de développement du pouvoir d'agir au travers de ces dispositifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas là seulement pour répondre à des demandes et quelles qu'elles soient, on va trouver la solution. Enfin, on va répondre, on va trouver quelqu'un qui va pouvoir répondre à cette demande. L'idée est bien de donner la possibilité à des personnes en situation de handicap d'exercer leur pouvoir d'agir sur leur devenir. Et ça se garantit pas simplement en mettant une personne qui va être l'agent recruteur d'un certain nombre de réponses. Donc, dans le Gard va se développer cette notion de prisme, comme en a parlé Jacques. Quand on nous sollicite directement à Saint-Étienne, on s'est vraiment posé la question de comment on diffusait l'information. Est-ce qu'on diffuse l'information de comment sont formés les MPI, on met des MPI, et là c'est un grand risque d'être dans le consumérisme direct des dispositifs et des services qui vont être donnés, ou est-ce qu'on emporte avec nous tout le concept de prisme avec tout ce que ça demande de mettre en place. À savoir, les MPI sont là pour garantir l'autodétermination, la réorganisation de l'offre en plateforme d'accompagnement est là pour garantir le pouvoir d'agir des personnes dans les mises en œuvre. Donc, ça amène effectivement des contraintes et une organisation et une pensée très très particulière sur ce dispositif-là. Oui, en t'écoutant, Christian, moi j'avais envie de vous demander à vous tous ou un certain nombre d'entre vous qui travaillez en institution, que ce soit en IM-Pro, faut démarrer tôt, hein, tu as dit, hein, on n'attend pas qu'ils soient adultes pour possible. Pouvoir... à la naissance, hein. Voilà. Avec les trisomiques, on peut commencer à la naissance, c'est un avantage. Oui, je voulais juste vous dire qu'hier, j'étais interpellé à propos d'un petit bébé d'1 mois qui avait des difficultés à regarder sa maman qui travaille en CAT et son papa aussi. Et en fait, on s'est aperçu avec l'éducateur qui passe à domicile de pédopsychiatrie qu'en fait, elle était tellement concentrée, la maman, pour bien faire, qu'elle baissait les yeux tout le temps quand elle était en face de son bébé. Donc, il n'y avait jamais de regard, finalement. Et assez intelligemment, l'éducateur là, de pédopsie, ben, il a repris ça, et au bout de 15 jours, le gamin, il était plus en hyperflexion, et il regardait à la fois l'éducateur et sa maman. Donc, je trouve que c'est très tôt, je suis d'accord, sur le fait qu'il faut travailler assez rapidement pour que ça puisse se débloquer. Donc, vous qui travaillez en institution, cette notion d'autodétermination, de projet personnel, je fais référence aussi
aux enfants que j'ai rencontrés, jeunes adolescents qui me disaient, moi, quand j'aurai 18 ans, je conduirai une voiture. Et la bagarre qu'on a avec les équipes en disant, bah, c'est pas possible, jamais ils conduiront une voiture. Et qu'est-ce qu'on leur dit? Comment on leur dit? Ce qu'on leur dit, c'est par où il faut passer pour conduire une voiture, quoi. D'abord, aller voir l'auto-école. Et voilà. Et puis, c'est pas simplement, voilà. Donc, comment c'est reçu par vous, cette question d'autodétermination, et puis comment c'est reçu aussi par l'ensemble de l'équipe et voire même la hiérarchie, et comment vous arrivez à vous en débrouiller. Moi, je trouve que ça serait intéressant que vous puissiez nous en dire quelque chose. Vous êtes confronté à ça? Oui. Bonjour, je m'appelle Alain Vol, je suis pédopsychiatre en institution et en libéral. J'ai une mi-temps dans chaque espace. Mais ce que tu viens de dire là, et j'entends beaucoup ce mot d'autodétermination, empowerment en anglais, je crois que ça se dit. C'est un beau concept, mais selon les jeunes, et je crois que nous, dans l'espace dont je parle, c'est un IME, on est très vigilant à la parole du jeune. Et au-delà de la parole, de pouvoir dépister son désir, parce qu'on parle beaucoup en termes de besoins pour les jeunes qui sont porteurs d'un handicap, mais la question du désir est beaucoup plus complexe. Donc c'est vraiment une tension vigilante. D'ailleurs, on a amené des choses très concrètes, c'est-à-dire par exemple, on fait une fois par an une synthèse. À une époque, c'était un peu une grande messe avec les équipes de professionnels, les parents, puis l'enfant en dernier. Là, on a carrément inversé le processus en mettant le jeune en première ligne, en parole avec son éducateur référent. Et au quotidien, la question de la parole du jeune est prise en compte. Après, l'autodétermination me semble un concept qui est quand même complexe à obtenir, même s'il y a des gens sur le terrain qui y sont. C'est parce que ça fait vraiment écho au développement du jeune, à son environnement familial et de tout ce qu'il a traversé. Mais moi, enfin, quand même, la réalité du terrain, alors sur le versant institutionnel, dans l'Hérault, je parle, et je ne pense pas que dans l'Hérault, c'est la question des places aussi, parce qu'on parle beaucoup de les enfants, des examens, des bilans et tout, mais pour les parents, c'est carrément un marathon, quoi, pour arriver à trouver une place en institution. Et sur le terrain, moi, je sais que j'ai demandé plusieurs reprises, je pense à M. Desportes qui en a parlé ce matin, j'ai demandé plusieurs fois, parce que je suis moi presque à la retraite, j'ai demandé à avoir des stagiaires en médecine, je parle, ou des gens qui viennent dans les institutions médico-sociales pour apprendre ce que c'est le rapport au handicap, et aussi le handicap, et même les handicaps psychiques, parce que l'hôpital est quand même de plus en plus en difficulté à ce niveau-là. Donc ça reste lettre morte. Et dans la pratique libérale, souvent je reçois des gens où je leur parle de la MDPH, des ULIS, des CLIS. Il y a vraiment un manque d'information et de circulation pour les parents et pour les professionnels qui, à mon avis, est à creuser, quoi. Oui, vous nous avez parlé de stages, d'internes éventuellement. Je peux en dire un mot. Alors, on est en train de le mettre en place et ça fait écho, ces stages d'étudiants en médecine en deuxième année, donc des tout jeunes étudiants en médecine qui ne sont pas encore déformés par la formation médicale et qui viennent sans rien savoir. C'est ça le but. Et ça a été expérimenté déjà par l'université de Reims. Tout ça, c'est aussi un peu sous l'impulsion de Pascal Jacob. Et ça a été porté par la doyenne de l'université, la fac de médecine de Reims depuis maintenant 3 ans. Et donc le but, c'est de mettre tous les étudiants en médecine de deuxième année, c'est un stage obligatoire. Et on va le faire à Lyon, là, sur la fac de Lyon Sud, à partir de la semaine du 20 au 25 mai 2020. On prépare ça depuis un certain temps avec tous les établissements médico-sociaux. Et comme vous le soulignez, c'est pour finalement que les étudiants en médecine pendant 3 jours soient immergés dans une situation de relation singulière en fait. Le but c'est d'être avec quelqu'un en situation de handicap. Il n'y a aucun autre objectif pédagogique que d'être avec et de passer du temps ensemble. Donc il n'y a rien à faire. Il y a être avec, accompagner aux séances de consultation médicale s'il faut, prendre un repas. Bon. Et c'est simplement éprouver le fait d'être avec une personne et de connaître des environnements qu'un certain nombre d'étudiants en médecine ignorent complètement. Certains non, parce que certains sont touchés dans leur famille. Et donc, alors c'est vrai que c'est le concept, parce qu'on a eu le retour des étudiants en médecine de Reims. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est disponible en ligne et qui est très intéressante, qui donne le retour des étudiants sur ce qu'ils ont vécu. On peut se dire 3 jours, c'est ridicule, c'est pas beaucoup. Alors à Reims, ils sont passés à 5 jours.
Mais ne serait-ce que 3 jours, il y a certains étudiants qui peuvent témoigner qu'ils ne pratiqueront plus la médecine de la même manière qu'ils l'avaient imaginé avant ces 3 jours. Il y a pour certains, c'est très, très beau à entendre, un élément fondateur. Donc tant mieux. Et en effet, c'est un exemple de lien qu'on imagine ensuite pouvoir porter des fruits. Alors c'est un placement à long terme, hein, parce que c'est des jeunes, tout jeunes. Mais peut-être que certains nombres parmi eux, seront plus sensibilisés quand ils recevront des personnes en situation de handicap aux urgences, et puis aussi qui trouvent un intérêt à aller travailler ensuite dans l'établissement ou dans les structures, ou bien auprès de personnes, quelles que soient les modalités des personnes. Et donc voilà, c'est une initiative, mais c'est vrai que ça nécessite une grosse armada. Il faut qu'on trouve sur la même semaine 300 lieux de stage. Donc il y a de quoi faire. Et donc là, pour l'instant, on a un baromètre avec les établissements médico-sociaux de Rhône et de Drôme. Et on est en train de monter comme au Téléthon. Là, on monte et au fur et à mesure, on leur donne une newsletter en leur disant, ben là, on est encore à 150, il faut encore trouver. Et on a encore 15 jours pour trouver tous les lieux de stage. Donc j'espère que ça va se faire. Ça va se faire, parce qu'il faut qu'on le fasse. Mais c'est toute une aventure. Et je crois que les établissements médico-sociaux ont compris que c'était aussi intéressant pour eux, pour vous, parce que ça ouvre l'établissement et ça permet à des jeunes médecins, futurs médecins, de prendre conscience de certaines réalités. Je voudrais juste témoigner d'une expérience qu'on a eue au Bosquet à Nîmes, où le médecin qui s'occupait de l'unité pour autistes s'est bagarré et a réussi à avoir des internes de médecine générale dans son unité, et pendant 3 ans. Donc moi aussi, je les ai un peu accompagnés à la maternité, etc. Bon, on leur a montré un peu tout ce qui était possible. Et au bout de 3 ans, hélas, l'hôpital a demandé, effectivement, puisqu'il y avait un interne qui était dans l'association, que ce soit l'association qui paye son salaire. Donc ça s'est arrêté comme ça, ce qui est un peu pourri, je trouve, parce que quand ils vont dans un stage chez les généralistes, on ne demande pas aux généralistes de leur payer. Je crois pas, hein. Non, il me semble bien. Voilà, c'est dommage parce que ça s'est arrêté comme ça. C'était tous des volontaires et on avait les mêmes résultats, quoi, hein. Voilà, et ils n'étaient pas forcément frères ou sœurs d'enfants handicapés. Et voilà, ils venaient voir un peu ce qui se passait. Oui. Bonjour, je suis Nathalie Bousquet-Jacques, pédopsychiatre au CAMS de Montpellier. Alors, je voulais abonder dans votre sens en disant d'abord un petit témoignage, parce que j'ai pu, en 3e année de médecine, travailler comme infirmière remplaçante dans un CAT, et où on m'a embauchée en fait un peu comme éducatrice aussi, puisque c'était l'été, il manquait un peu de personnel. J'étais aussi logée sur place et je pense que ça a été vraiment une expérience fondatrice pour moi dans mon envie aussi de travailler dans le champ du médico-social et du handicap. Et puis, donc ça c'est vraiment extraordinaire. Enfin, je trouve que c'est quelque chose de très, très, très important. Et donc, du coup, je pense dans les CAMS hospitaliers, nous, on a pu développer le fait d'avoir des postes d'internes. Donc depuis plusieurs années maintenant, alors ça c'est possible que dans les CAMS hospitaliers, mais on a des internes en pédiatrie, en pédopsychiatrie et en médecine générale. Et depuis que c'est possible, on a tout le temps, ces postes sont tout le temps pourvus en fait, hein. Donc les internes sont quand même très très intéressés par cette découverte en fait, quelque chose d'un peu différent du champ sanitaire. Et ils ont des dispositifs qui leur permettent ils ont ce qu'ils appellent, alors j'espère que ça perdurera, des postes sac à dos, c'est-à-dire que c'est eux qui choisissent où ils peuvent faire leur stage. Et c'est comme ça que les postes ont été ouverts chez nous, en fait. C'est les jeunes internes qui ont voulu venir faire des stages chez nous. Donc, ça a été très intéressant. Et l'autre chose que je voulais dire sur la précocité dont on parlait tout à l'heure, effectivement, avec les petits patients dont je m'occupe, très jeunes, je travaille avec les parents pour... je dirais, soutenir la place de sujet des petits bébés, hein, en fait, où très tôt, je peux dire aux parents que c'est important que l'enfant sache dire veut pas, j'ai envie, j'ai pas envie, non. Alors évidemment, on le travaille après parce que on est tous des adultes autour et on va pas toujours être d'accord avec eux, mais c'est pas grave, ils ont quand même le droit
de dire j'ai pas envie, je veux pas, non, etc. Et donc ça, c'est une parole de l'enfant qu'on soutient très tôt et qu'on accompagne. Après, tout se discute et se négocie. Hein. Les parents restent les parents. C'est aussi eux qui, quand l'enfant est très petit, décident pour lui. Mais c'est quand même comme ça que se construit le sujet au départ. Bien, d'autres questions sur d'autres thématiques qui ont été abordées. Moi, je lancerais bien le débat sur le diagnostic. Et bon, les parents nous ont dit quel bien ça leur avait fait d'avoir les parents de cette petite fille, quel bien ça leur avait fait de savoir que leur petite fille de quelques 20 mois, je crois, si j'ai bien compris, avait, et que ça les avait réorientés et ça leur avait permis de continuer effectivement un certain nombre de batailles. Et voilà, vous nous avez dit que à 17 ans, ça faisait un grand soulagement, mais en même temps un grand coup sur la tête, comme toutes les annonces, hein, on est bien d'accord. Et donc on pourra reprendre, hein, bien sûr, ce que ça peut amener et aux parents et aux jeunes de 17 ans. Mais bon, j'avais envie là aussi d'interpeller la salle sur les expériences que vous avez pu avoir de prise en charge de jeunes pour lesquels vous ne saviez pas, ou personne ne savait effectivement pourquoi il y avait une déficience ou un certain nombre de troubles. Et puis se découvre effectivement un diagnostic. Et est-ce que ça change quelque chose? Dans quel sens? C'est plutôt mieux, c'est plutôt moins bien, c'est indifférent, c'est voilà. Moi, il me semble que ça faisait partie des préconisations, hein, de l'expertise INSERM, vraiment que ces enfants déficients puissent être, si c'était nécessaire, vraiment bilantés pour savoir s'il n'y avait pas une cause repérable. Voilà, donc je vous laisse la parole. J'imagine que dans les établissements dans lesquels vous travaillez, ça a dû arriver. Et voilà, quelle expérience vous en avez? Et puis quelles questions peut-être vous avez à poser aux généticiens à propos de ça? Oui. Ça n'arrive pas souvent alors qu'il y a des diagnostics. Oui. Juste avant, qui parmi vous, levez la main, a connaissance d'au moins un ou plusieurs diagnostics des enfants qui l'accompagnent? Un non-diagnostic. Enfin, oui, un non-diagnostic, c'est-à-dire, est-ce que cet enfant, il est 22q11, Williams-Beren, trisomique, non-trisomique, un non-diagnostic? Un non, oui. Le diagnostic, le nom du diagnostic. Je suis pas claire. Sans ou avec diagnostic? NOM. Avec ou sans? Je voudrais savoir. Un nom de diagnostic. Je vais le faire. Un diagnostic avec un nom. Doucement. Ouais, un diagnostic avec un nom. C'est-à-dire, vous êtes psychologue éduc à MP, vous avez en face de vous des enfants ou des adultes. Vous savez? Oui? Ah, il y en a plein. Ah, il y en a plein. Bon, ça c'est des... Oui, est-ce que ça vous sert à quelque chose ou pas? Voilà, allons-y. Très bien. Excusez-moi, mais effectivement, sur la question du diagnostic, nous, on invite beaucoup les familles à aller vers un diagnostic, ne serait-ce, et c'est malheureux de parler comme ça, mais pour avoir des droits. Parce que dès qu'un enfant est reconnu avec un nom d'une maladie, il peut prétendre à des droits qui ne sont pas mis en œuvre si ce n'est pas le cas. Je pense à la MDPH, je pense aux ordinateurs, je pense aux AVSI et je pense au PCH. Voilà. Donc, ne serait-ce que d'un point de vue de l'apport pour la famille et pour l'enfant en termes d'outillage et de mise à disposition de professionnels, je crois que la question du diagnostic est essentielle. Et par rapport aux équipes, ça les aide ou pas de votre point de vue? Oui. Et ou ça les freine ou ça, je sais pas quoi.
Oui. Sur la question, alors on ne se limite pas à un simple, on va dire, diagnostic. On se base aussi beaucoup sur l'expérience qu'on peut avoir par rapport à l'accompagnement d'enfants ou de jeunes adultes. Et aussi sur la question de la pérédance, je fais écho au monsieur qui intervient sur la Loire. C'est vrai que je travaille aussi sur un CESAD Pro et que on fait beaucoup intervenir les jeunes, notamment dans leur parcours professionnel, pour qu'ils puissent parler de leur pratique et de leur expérience aux autres aussi, et ce qui est un élément qui est très très important. Voilà. Et pour les professionnels, effectivement, ça nous permet aussi de passer à côté de « il ne veut pas ». Par exemple, ce n'est plus pour un jeune « il ne veut pas faire », mais « il ne peut pas faire ». Voilà. Et ça, c'est très très important aussi. D'autres, avec toutes les mains qui sont levées là, ça vous aide, ça vous aide pas? C'est utile, c'est pas utile? Vous n'en avez rien à faire? C'est pas ce dont je vais parler, bon, moi je suis parent, je suis pas professionnel, mais à force de fréquenter les professionnels, j'ai été contaminé par eux, et donc on s'occupe de personnes qui ont une trisomie 21, et le diagnostic de la trisomie 21, bon, rares sont les enfants qui grandissent sans avoir été diagnostiqués, peut-être pas à la naissance, mais aujourd'hui je pense que c'est à la naissance, même si à 50 ans c'était pas diagnostiqué à la naissance. Quand on est avec une trisomie 21 et qu'on a un handicap surajouté, comme on appelle, qui est en général un spectre autistique, donc les parents, bon, moi j'ai pas été, nous n'avons pas été concernés par ça, mais j'ai rencontré quand même dans l'association beaucoup de parents qui avaient un enfant avec un problème autistique rajouté, et cette situation-là n'apparaissait, même aux yeux des professionnels, que souvent tardivement, et donc l'enfant était envoyé sur une équipe à Montpellier pour faire une évaluation. Cette évaluation, il y a quelques années, durait plusieurs jours, pas l'évaluation, mais les résultats duraient longtemps, et tout ça, c'est quand même une situation pour les parents qui est très, très douloureuse, très compliquée, de savoir que leur enfant à double handicap, d'une part, peut-être triple. Donc voilà, donc je voulais voir comment on pouvait aborder ces sujets-là qui sont dramatiques. En général, quand les troubles autistiques étaient importants, l'enfant était pris en charge par le bosquet dans certains cas. Et voilà, donc c'est une situation difficile. Alors je ne sais pas comment les professionnels qui sont là ont d'autres expériences sur ce sujet. Je repose la question. Là-bas, il y a une... Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Claudine Nemosin, je suis médecin de l'éducation nationale dans l'Hérault. Non, je voulais simplement dire que le problème du diagnostic, bien qu'en tant que médecin scolaire, on est peu confronté aux troubles graves du développement intellectuel, puisque s'ils arrivent jusqu'en grande section, c'est déjà qu'ils ont pu avoir une inclusion scolaire. Mais le problème du diagnostic, parfois, c'est très, très intéressant pour tout à l'heure à l'intervenant, par rapport aux familles, parce que c'est plutôt eux qui ont besoin de ça pour les soins, etc. Moi, je me méfie un petit peu du diagnostic en tant que médecin scolaire, parce que quelquefois, j'ai eu l'occasion de dire à des parents, ne donnez pas le diagnostic. Nous sommes là pour ça. C'est-à-dire que le médecin de l'éducation nationale est là pour faire l'interface entre le soin et l'école. On est là pour décrypter les besoins de l'enfant en termes d'adaptation scolaire. Et quelquefois, c'est contre-productif que les gens sachent le diagnostic. J'ai un exemple très précis en tête d'une petite fille qui avait une agénésie partielle du corps calleux,
qui s'en sortaient plutôt bien à l'école avec juste des lenteurs d'exécution, eh ben, j'ai demandé aux parents de ne pas le dire, parce que si le prof allait chercher sur Internet qu'est-ce que c'est que la génésie du corps calleux, ils allaient trouver des choses qui étaient très péjoratives et ça risquait d'aller à l'encontre de ce qui était souhaitable pour cette petite fille. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'en tant que médecin d'éducation nationale, on est souvent confronté au fait que les parents, quand ils arrivent chez nous, parfois par hasard, parce que des fois les gens ne pensent pas bien à nous, ils se disent, mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas dit de venir vous voir avant? Parce que nous, on a une connaissance des tenants et des aboutissants dans le système scolaire, les ULIS, les ULIS pro, les ULIS, les ULIS lycées, etc., etc. On a et on peut éventuellement aider aussi les parents à construire un parcours pour ceux qui sont en inclusion scolaire. Là-bas, oui, il y a d'abord là-bas la dame tout au fond là-bas. Je vous en prie. Oui, modestement, donc je reprends un petit peu ce qui est par rapport aux 3 personnes. Je ne sais pas si on m'entend bien. Plus près. Faut parler comme ça. D'accord. Pas trop l'habitude. Et puis vous vous présentez parce qu'on oui. ne sait pas qui vous êtes. Oui. Donc je rebondis sur les 3 dernières interventions. Je suis Sandrine Blasco, une infirmière avec un parcours assez atypique et aujourd'hui je suis en crèche depuis peu, voilà, avec une attention particulière sur les enfants à besoins spécifiques. Et je me rends compte, issue d'une culture, j'allais dire, différente, peut-être des professions qui sont représentées ici, je m'aperçois qu'il y a beaucoup à faire, j'allais dire. Et c'est vrai que quand nous on est un petit peu au début de l'histoire, hein, puisque les enfants sont vraiment en bas âge, on se confronte pour en revenir au diagnostic, on se confronte au déni parfois des parents, c'est difficile, à notre maladresse pour interpeller, coordonner les bons intervenants, pour être à propos dans le guidage, mais pas trop. On est un peu à l'interface aussi avec l'école, et c'est vrai que, en tout cas personnellement, je ne peux parler que de ma petite expérience, il manque des moyens, et pourtant, je sais qu'il faut porter une attention particulière à ces premiers mois et années de vie. Voilà, là je me dis qu'on pourrait mieux faire, je pourrais mieux faire, mais je ne sais pas comment faire mieux. Et je me dis, un diagnostic, oui, ça m'est arrivé de voir une petite fille diagnostiquée autiste. L'équipe était déjà moins en difficulté par rapport aux problèmes de comportement. Ça donnait un statut quelque part à l'enfant. Alors, à bon escient ou pas, mais en tout cas, cette difficulté était reconnue. Les 2 autres petits enfants qui n'avaient pas de diagnostic, eh bien, par exemple, les moments où l'irritabilité était à son comble, certains personnels non formés, on peut dire c'est des caprices ou ça va pas, enfin c'est perturbant, voilà. Donc oui, effectivement, ça peut être à double tranchant un diagnostic, mais ça peut être aidant aussi, mais avec toutes les difficultés que ça comporte pour cheminer jusque-là. C'est-à-dire, ce que vous nous dites, c'est que si les équipes sont formées, l'autisme va avoir un sens au niveau des symptômes. Ils vont pouvoir en faire quelque chose. Autrement, ce que vous nous dites, c'est agénésie du corps calleux, eh bien, ça risque d'être interprété de façon très, très péjorative et de fixer quelque chose. Je crois que tu avais envie de dire quelque chose. Je voulais dire après, un mot. on passera. Je suis Richard Martin, je travaille donc du côté du secteur adulte, hein, puisque vous aurez remarqué qu'on a tendance à saucissonner, à raisonner beaucoup par dispositif souvent, quoi. Et donc, je voulais dire que cette question de pour moi, elle a 2 aspects. Hein. Un qu'a évoqué Jean-Marie Herbet, c'est-à-dire un côté qui peut être parfois écrasant, hein, c'est-à-dire que le mot déficience intellectuelle, par exemple, être déficient intellectuel, relève un imaginaire particulier. Hein. C'est pas pareil que de dire il y a une intelligence particulière ou il y a aussi des zones possibles d'appui, etc. Je pense que c'est un imaginaire qui peut être parfois écrasant et être de l'ordre, pour corréler à ce que vous disiez sur le réduire au syndrome, il peut y avoir une identité réduite au diagnostic.
Par contre, l'autre polarité, je trouve, c'est que pour l'autisme, et pour l'avoir vécu aussi dans une évolution d'équipe, il y a énormément de recherches qui nous sont arrivées, qui ont été beaucoup transmises depuis quelques années, qui ont permis de voir ces personnes aussi autrement, notamment ce qui était avant appelé un trouble du comportement. Je parle de personnes qui étaient malades et qui avaient un vécu corporel particulier, qui se traduisaient par des crises classiques ou des bris de verre, et qui maintenant, la plupart des professionnels vont guetter à partir des recommandations et de leur expérience aussi, quelque chose qui vient aussi d'un vécu corporel qui n'arrive pas à s'exprimer. Et c'est quand même satisfaisant de voir que ces travaux de Geneviève Hague, etc., toute cette école ont permis aussi de reconnaître et de les traduire dans des recommandations. Bon. Si je peux dire un mot des deux questions précédentes aussi, je voulais dire que par rapport à la question sur la loi 2005, que depuis 30 ans, moi, j'ai jamais vu autant d'évolution dans le discours social, en fait, que depuis la loi 2005. Il y avait déjà des évolutions avant. Il ne s'agit pas pour moi de noircir le passé, quoi, mais il y a quand même, il est difficile de retrouver maintenant quelqu'un qui fait une animation de théâtre sportive, etc., sans qu'il ait été sensibilisé à la question. J'ai jamais vu autant de démarches de personnes qui s'intéressent même notamment à la question de l'autisme. Je rêverais qu'il y ait le même engouement du côté, hein, l'autisme doit fasciner, et du côté de ce qu'on appelle les déficients intellectuels ou qui ont des intelligences particulières ou singulières ou atypiques, etc. Donc on pourrait les nommer aussi de ce côté-là. Je trouve que s'il y avait cet engouement au niveau des professionnels et des parents, etc., ce serait plus facile à accompagner. Voilà. Et pour la seconde question, je trouvais que par rapport aux institutions, et je trouve qu'il y a quelque chose qui est très vitalisant dans ce qui était dit au niveau de l'autodétermination, mais que je verrai un peu de la même manière par une mise en tension. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ce raisonnement, alors pour l'expérimenter en équipe, peut quand même provoquer des tensions et des réflexions. Hein, ceux qui ont expérimenté, Manon Levesque qui est parmi nous, etc., enfin, on a été traversé avec cette question d'autodétermination par des controverses. Hein, c'est-à-dire que les équipes, effectivement, il y a un paradigme quand même médical d'origine et on est habitué à traduire globalement le désir. Ce qui n'est peut-être pas une question à évacuer d'ailleurs, mais et du coup, on n'est pas habitué. Donc quelqu'un nous, on a eu plusieurs exemples, hein, quelqu'un qui demande à être animateur. La question peut être immédiatement du côté de l'idéal. Il n'y peut pas. Mais être animateur, ça ne veut pas dire avoir un défunt, etc. Donc je trouve que cette démarche... Et on a créé en fait un dispositif d'accompagnement individuel qui s'expérimente, tu peux peut-être en dire un mot, justement, qui permet d'envisager un travail étape par étape, hein, sans préjuger de l'avenir et sans forcément écraser les idées de l'autre ou ses finalités ou ses buts, comme vous dites, hein, par nos propres idéaux. Voilà. C'est-à-dire ne pas prévoir l'échec annoncé avant. Tu veux peut-être en dire un mot ? Moi, j'avais demandé, dans mon projet, j'avais un projet que moi je voulais faire. Alors j'ai demandé à Richard Martin, ici présent, de monter une brigade. C'est pas une brigade, c'est pas, ça peut être des personnes d'extérieur ou des moniteurs qui sont dans l'institution, des écureuils. Mon projet, moi, c'était aller voir des agents de sécurité. Même que je ne sais pas lire ni écrire, mais ça ne m'empêche pas, si je dois sécuriser une salle comme ça ou une autre salle, je sais faire, même avec les personnes qui sont ici. Je pense que si. Et donc ça illustre, mais donc l'idée c'était de réorganiser le dispositif dit institutionnel. Alors le mot institution en France, il est de suite écrasant, noir, etc. Moi je parle des institutions comme la République française, hein, des endroits où on institue des choses au-delà de ce qui nous est donné comme moyen, quoi. Et donc ce qui veut dire aussi des marges de créativité. Et du coup, on a commencé à organiser aussi des temps
où des éducateurs sont en disponibilité pour ce type d'accompagnement. Et je pense aussi à ceux qui n'ont pas toujours le verbe tel qu'on le voudrait, hein, tel qu'on l'imaginerait nous, qui ne sont pas toujours logocentrés, qui ne peuvent pas toujours formuler de demandes, etc. Où il y a aussi l'idée de concerner ces personnes, en tous les cas, de les accompagner. Parce qu'on a tendance parfois, je trouve, à imaginer que simplement en traduisant en FALC, on va pouvoir, ce qui est une bonne chose, mais il me semble que certaines personnes ne pourront pas ou ont besoin d'autres formes de systèmes de communication. Je pense notamment à l'expression, à l'image, aux démarches artistiques qui sont peu reconnues. Et je trouve que dans nos propos, il y a assez peu d'hommage à ça. On a une impression souvent, comme disait madame, qu'on n'est pas au courant ou en tous les cas qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais je trouve qu'on ne prend pas assez le temps de savoir qu'est-ce qu'il se fait. Parce que si je fais la collecte de type de démarche comme celle-ci, mais chaque institution, en fait, chaque établissement, chaque service a aussi des valeurs possibles de ce côté-là. Et malheureusement, je pense qu'on ne les connaît pas assez. Hein. Je pense à ce qui a été mis en place aussi avec le soutien de Jean-Marie Herbé. On parlait des parcours de vie qui sont fractionnés à des moments. Et il y a des personnes qui se mobilisent. Il y a des usagers en forme de père et danse. Et je ne parle pas de la Théo des écureuils, mais de au moins 30 ou 40 établissements, associations, dont le réseau, qui ont créé un forum du devenir adulte. Je ne sais pas si tu peux en dire un mot. Oui. Je trouve que c'est important qu'on ait la possibilité de partager, voire d'avoir un système de collecte de ce qui existe dans chaque département, parce que ça peut être très vitalisant et pas simplement se dire il y a tout à faire, quoi. En fait, le forum, pour venir adulte, il y a beaucoup de l'ATO, les collèges, les lycées, de l'ATO, il y a de l'ATO aussi, des écoles, de l'ATO aussi, Zapata, Cadi, Nunien, tout le monde. Ils sont venus pour faire le forum. Et le forum, pour venir adulte, c'est pas comme un handicapé, c'est pas comme des trisomiques, c'est pas comme autistes, mais nous, on est comme capables, c'est nos travail, c'est nos projets. Un projet de Jérôme, et un projet aussi moi-même. Et chacun, il y a éducateur, il y a éducatrice, et nous, on travaille ensemble. Comme il y avait beaucoup d'activités, il y a la vidéo, il y a le forum pour venir adulte, il y a le ordonné de la ferme, de la piscine, il y a la vie sociale, le conseil de la tour, les fêtes, tout ça. Il y a beaucoup de fêtes aussi, mais aussi le CS, à 20h, à 18h. Par exemple, on fait une petite réunion avec M. Bad et une équipe. On travaille comme le CES le soir, en direct. Et on peut transmettre pour le CES, pour donner aussi des questions, les projets, les travaux de l'activité. Et ça, c'est pendant aussi notre travail. C'est pas comme un handicap. Nous, on est comme citoyens. Et quand on est adulte, c'est notre travail. C'est comme un indicateur, éducatrice, comme Fleur, comme Manon, comme tout ça aussi. Si je peux compléter juste, donc c'est un endroit qui a été basé un peu à partir de l'image du salon de l'étudiant et qui s'adresse à l'ensemble des enfants, qu'ils soient en IME, à un dispositif scolaire ou autre, quoi, et sans forcément présumer de l'avenir, en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des associations comme la vôtre, ou des libéraux, et l'idée, c'est d'aller dans ce sens, c'est-à-dire de donner une information large, transversale, qui peut concerner aussi bien les familles que les professionnels. C'est le dernier que je ne voulais pas oublier aussi dans ces questions d'autodétermination, c'est aussi le besoin comme les familles, les professionnels, de se sentir portés et de pouvoir partager aussi une pensée ensemble sur ce qui leur arrive et qui n'est pas toujours, un jardin de roses, quoi. Il y a aussi parfois des difficultés qui nécessitent qui puissent être parlées du côté des éprouvés. Il me semble que c'était important de... En fait, le forum, ça sert pour qu'on puisse transmettre à tous les jeunes qui viennent chez nous, ou vont venir chez nous, qui sont invités pour le forum. C'est grâce à nous, avec le groupe Mardi. Avec Jean-Michel, Nicolas, moi, et Mathieu aussi, et on travaille avec le forum. Enfin, les projets en vidéo au forum. Et aussi, il y a beaucoup d'activités. Et chez vous, il y a un blog qui s'appelle Blog Ato des Écureuils. Ça sert pour les photos, les vidéos, il y a tout qu'il faut. Et aussi des questions. Si vous avez aussi des questions pour réseaux sociaux, ou envoyer des mails à envoyer des mails à monsieur Martin Richard pour envoyer des mails aussi des questions. Oui, on a eu
Ils ont fait un film racontant effectivement tout ce qu'ils font aux écureuils, qu'on voit sur YouTube, je crois, et qui est quand même très très intéressant. David, oui. Et après, on vous donne la parole. Si, j'insiste. Hein. Oui. Rebondir sur la question, votre question, madame, de où trouver l'information. Je vous rassure, c'est très compliqué. En fait, on a un chaos numérique en ce moment et il est extrêmement compliqué de trouver la bonne information au bon moment. Et collecter des informations, oui, mais comment en faire? Et donc, il y a un vrai travail de réorganisation d'informations, en particulier dans votre position où vous êtes au tout début. Au tout début de la chaîne de la démarche qui n'est même pas forcément à la demande des parents, puisque les parents n'ont pas forcément identifié qu'il y avait une difficulté chez leur enfant. Donc vous êtes franchement dans une position que je n'envie pas du tout. On est en général, en tout cas au moment du diagnostic, dans une position un peu plus confortable, quoique il y a toujours un temps en fait pour le diagnostic et clairement on n'est pas toujours au bon moment. Parfois, quand c'est très tard, finalement on arrive trop tard et puis on a cet effet de double tranchant. Oui, d'accord, ça nous apporte des informations, mais en même temps ça nous colle contre la vitre de la voiture, on roule à 330 et ça va plus. Ou au contraire, c'est beaucoup trop tôt et j'attendais rien et mon enfant il va bien et pourquoi vous m'embêtez? Donc oui, c'est très compliqué la situation où la personne est la première à interpeller sur d'éventuelles difficultés alors que finalement les parents ne souhaitaient pas forcément avoir cette information ou s'en doutaient pas et puis c'est pas le moment. Voilà, je voulais juste vous rassurer, vous dire que vous inquiétez pas, on est un peu tous dans la même difficulté de la bonne temporalité pour pouvoir apporter des informations et où trouver les supports pour pouvoir être au plus juste dans notre soutien aux personnes. Oui. Oui, bonjour, je m'appelle Pierre Meillard, je travaille en neuropédiatrie à Montpellier. En fait, alors je voulais parler du diagnostic, mais en fait on est passé sur autre chose un petit peu. Donc, concernant la crèche, en fait pour nous, c'est hyper important en consultation. On n'a qu'un temps de consultation qui est un peu limité, avec des délais relativement longs, souvent malheureusement. C'est hyper important pour nous le retour de la crèche ou de l'école. C'est-à-dire qu'on demande toujours aux parents, mais comment ça se passe à la crèche? Qu'est-ce qu'ils vous disent à la crèche? Qu'est-ce qu'ils vous disent à l'école? Qu'est-ce que vous dit la maîtresse? Et ainsi de suite. Parce qu'on sait que les parents connaissent hyper bien leur enfant, il n'y a pas de souci, mais des fois, effectivement, on ne se rend pas bien compte des difficultés. Et ce principe de dépistage ou d'alerte par les professionnels de la petite enfance, en fait, est hyper important pour nous. Donc, en tout cas, ces doutes que vous avez ou ces choses comme ça qui peuvent vous interpeller, il faut évidemment l'aborder avec les familles de manière tranquille, hein, évidemment, sans alarmer tout le monde, mais dire, demandez à votre médecin pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'air intéressé, ou pourquoi il ne regarde pas trop, ou pourquoi il ne dort pas, ou que sais-je. Mais parce que nous, ce retour-là est très important, on va le demander aux familles, pas hésiter aussi à faire un petit mot. Hein. Moi, je demande toujours à ce que, quand c'est fait, c'est rarement, souvent les parents oublient, mais ramener un mot de la maîtresse, ramener un mot de la crèche, et ainsi de suite. Comme ça, on a une espèce d'avis un peu extérieur qui nous permet aussi quand même de nous faire une idée par rapport à des enfants d'une même classe d'âge, parce qu'on sait très bien que le temps de la consultation, qui est malheureusement trop court, on ne peut pas se faire une idée de tout, quoi. On ne peut pas tout voir, surtout si l'enfant, il y a blouse blanche déjà, il y a l'hôpital, il crie partout, il n'est pas content, et donc ça limite beaucoup. Donc c'est quand même très important, même si vous vous sentez seul et qu'effectivement c'est difficile de trouver des ressources, c'est important de faire transiter l'information et d'en parler un petit peu aux parents pour que nous on ait ce retour-là. Il y a autre chose juste sur le diagnostic que je voulais dire, c'est qu'en fait le diagnostic, il y a deux choses. Il y a d'une part le trouble du neurodéveloppement, ou la déficience, ou le TSA, qui peut se diagnostiquer avec des évaluations socio-adaptatives, des QI, tout ça. Mais après, derrière, il y a le diagnostic, la génésie du corps calleux, la mutation génétique, X ou Y, et ainsi de suite, qui est encore une étape en plus dans le diagnostic. Et ça, en fait, de mon côté, un des retours que j'ai quand même de quand ce diagnostic est posé, notamment le diagnostic génétique, c'est déjà, c'est qu'on ne va plus l'embêter, l'enfant. C'est-à-dire, on ne va pas lui refaire des IRM, on ne va pas lui faire des ponctions lombaires, on ne va pas lui faire des prises de sang, de pipi, de machin et compagnie. Donc, c'est quand même
ça pose un peu les choses. Souvent, malheureusement, pas malheureusement, mais avec les avancées de la génétique, on se retrouve avec des milliards de syndromes, donc maintenant qu'on connaît à peine avec 10, 50, 100 patients, donc bon, on ne sait pas trop forcément quoi dire, donc on n'a pas un énorme recul. Et puis ça permet bien sûr, comme l'avait dit le professeur Geneviève, le conseil génétique pour les familles, de savoir projeter pour l'avenir ou de futures grossesses. Voilà, c'est ça que je voulais dire, mais surtout il y a le côté quand même pour nous, donc dans le côté un peu très technique, CHU, machin, de fait de dire on arrête de l'embêter, on le suit évidemment, mais on arrête de l'embêter sur les examens complémentaires qui peuvent être très lourds, c'est quand même une sacrée étape. Ça prépare le parcours de voie, on passe sur autre chose, quoi, entre autres. Oui, juste à côté. Bonjour, je suis enseignante spécialisée, je travaille en IME. Alors bon, moi j'ai la chance de travailler avec une équipe pluridisciplinaire depuis pas mal d'années, donc effectivement, je ne connais pas toujours les diagnostics de mes élèves, mais le fait de pouvoir échanger avec plein de professionnels, ben des fois, en fait, simplement de parler des spécificités ou des problèmes ou des compétences de l'élève me suffisent à prévoir quelque chose, un projet personnalisé, intéressant et qui ne soit pas trop difficile pour lui. Mais parfois, alors bien sûr qu'il ne faut pas enfermer, surtout pas enfermer l'élève dans un diagnostic, enfin je parle d'élève, mais du jeune ou de l'enfant ou de l'adulte, hein, parce que effectivement on peut passer à côté de choses intéressantes que le diagnostic aurait peut-être dit qu'il n'était pas capable, mais que finalement il est capable, hein, c'est bon, maintenant on le sait, ça, tout ça. En revanche, il y a des spécificités qui sont liées parfois à une pathologie, qui sont intéressantes de connaître. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu, alors j'ai pas encore vérifié, mais je l'ai lu dans un truc un peu sérieux quand même, que par exemple les élèves dysgraphiques, enfin les jeunes dysgraphiques, pouvaient se mettre à entourer, quand on leur demande d'entourer quelque chose, à tout entourer, parce que c'est, en fait, c'est le problème, va pas être, on pourrait croire que c'est la discrimination visuelle qui n'est pas bonne, et en fait non, c'est la problématique du geste qui, voilà. Donc dans ces cas-là, c'est intéressant. Pour en venir à mes collègues de l'éducation nationale non spécialisés, parce que j'échange beaucoup avec des collègues, parce qu'en fait il y a une inclusion scolaire qui se fait à la fois lentement et à la fois trop vite par rapport aux moyens alloués. Eux, ils sont pas dans mon cas de figure. C'est-à-dire qu'eux ne travaillent pas avec une équipe pluridisciplinaire. Ils n'ont pas de rééducateur, de psychologue. Le médecin, bon, ils arrivent à peut-être à vous rencontrer, ça, je sais pas. Et en fait, ils sont pas formés encore, hein, ça va venir. Mais donc, en fait, c'est un réflexe de cérébral, en fait, d'aller chercher la pathologie, d'aller chercher de la technique sur Internet. Mais c'est aussi parce qu'il y a tout un mystère qui se fait autour de ça. Et je me dis que ne pas parler le diagnostic, c'est peut-être aussi ne pas l'inclure. Alors, évidemment, il faut que ça soit fait intelligemment. Hein. Il faut pas se dire, bon, alors, mais bon, les profs, en général, quand même, ils mettent pas les trucs dans les cases comme ça, ou alors c'est que ça, il y a quelque chose qui va vraiment pas. Non, mais si c'est ça, il faut travailler autour de ça, quoi. Moi, à la limite, en tant qu'enseignant spécialisé, je vais bien me déplacer dans les établissements, enfin, bon, accompagné de médecins, de psychologues, mais il faut, voilà, je veux dire. Et en fait, je pense que c'est tout le mystère qui est fait autour. Moi, j'ai rencontré des AVS qui faisaient des rentrées scolaires avec des jeunes, elles ne savaient rien du jeune, mais rien. Hein, je veux dire, on était au-delà du diagnostic là. Bon, il y a un moment, il faut quand même être un peu sérieux, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà, ça se discute. Mais c'est vrai qu'il faut pas enfermer. Moi, je suis d'accord. Des fois, moi, je préfère pas connaître le diagnostic. Je préfère d'abord découvrir l'élève et puis voir ce que je peux en faire. Mais moi, j'ai le confort de l'équipe pluridisciplinaire, vous comprenez? Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors, je me permets juste de vous dire que vous faites à peu près comme les parents. C'est-à-dire que, voilà, vous découvrez l'enfant et comme il est. Et puis, il y a quelqu'un qui vient dire quelque chose dessus, catastrophe, n'empêche qu'il est comme les autres, cet enfant, c'est-à-dire c'est leur enfant, avant qu'il soit déficient et avec un handicap. Donc cette tendance que l'on a quand on s'approche d'une personne handicapée, de d'abord lui attribuer des ressemblances avec nous, va permettre effectivement après de repérer les différences. Et c'est pas l'inverse.
Et c'est comme ça que ça fonctionne dans les IMP, dans les IMPRO, partout, quoi. C'est comme ça qu'on arrive en s'approchant de l'enfant. D'abord, un enfant comme les autres, ils le disent à l'âge adulte, hein. Mais c'est parce qu'on les a regardés comme ça quand ils étaient petits. C'est ça qui leur permet effectivement d'avancer. Un tout petit complément. Et je pense que David, vous voulez dire quelque chose aussi sur le diagnostic après. Il y a le diagnostic, il y a ce qu'il permet de la connaissance, de savoir. Et puis il y a ce que le papa a exprimé ce matin, c'est l'effet du diagnostic sur les parents. Et je sais qu'il se fait aussi sur la région montpelliéraine des choses d'accompagnement sur l'effet du diagnostic. Sur Saint-Étienne, on a développé notre dispositif justement, puisque avec des parents qui recevaient le diagnostic de trisomie 21, ça se fait à la naissance, comme l'avait dit Jacques Marion tout à l'heure. Et suite à ce diagnostic, les parents se trouvaient un petit peu seuls. Et vous exprimiez cette situation d'annonce du diagnostic qui peut être très très bien faite. Il faut qu'elle soit bien pensée par le médecin. Et je crois que ce matin, on a eu des témoignages des médecins qui le pensaient bien. Mais il n'empêche que dans sa fonction de médecin, il a besoin d'assurer un aspect technique. Il a un discours technique. Pardon. Alors, nous, on a fait le choix. Les parents nous disent qu'ils attendent ça. Exactement. Hein, les parents ont besoin d'entendre cet aspect technique. Par contre, ils ont besoin après cette annonce, de se retrouver comme parents, de retrouver quels parents ils sont. Et là, pour le coup, quand on parle de pérédance, on a essayé de mettre en place de la pérédance parentale sur ces suites d'annonces de diagnostic. Et effectivement, les parents ont le choix d'avoir ce recours-là et les médecins ne se privent pas de proposer ce choix. Et je crois que c'est là, pour le coup, des complémentarités de travail. Alors, si je peux me permettre, voilà, ça fait un petit moment que je souhaitais réagir. Il y a plusieurs de vos interventions qui m'ont beaucoup parlé et puis voilà, vous me tendez une perche. Depuis tout à l'heure, moi j'ai ce mot en tête, le mot de solitude. Effectivement, il y a plusieurs interventions qui m'ont ramené à cette histoire-là, à la MDPH. Oui, le diagnostic est nécessaire, effectivement, pour avoir accès aux droits. Mais après, je peux vous assurer que c'est un chemin très tortueux dans lequel les parents sont seuls, extrêmement seuls. L'école, même topo. On est seul face au pédagogue. Et je peux vous assurer que quand votre gamin rentre chez vous le soir, vous le sentez malmené, pas bien, tourmenté, vous avez un sacré élan vital qui vous pousse à aller voir ces pédagogues et aller leur expliquer ce qu'est votre gamin, ce dont il a besoin, et cette nécessité en tant que parent de souhaiter qu'il soit reconnu tel qu'il est et qu'il soit maintenu dans un lieu où il a le droit d'être. Je peux vous assurer que c'est de vie. Moi, j'ai ma vie à moi, ma vie personnelle, professionnelle, et puis j'ai la vie que mon garçon m'a appris. Et cette solitude, elle est sincèrement présente très très régulièrement. Et moi, je crois qu'il y a des tas de choses à réfléchir et à mettre en place là-dessus. Oui, la technicité de l'annonce, oui, moi je suis d'accord là-dessus, il y en a besoin. Mais après, il y a besoin d'autre chose. Il y a besoin d'explicitation, il y a besoin d'accompagnement, de possible. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Avec qui on peut le faire? Voilà, des choses comme ça qu'on découvre. Hein. Nous, on les a découvertes au fur et à mesure. Hein. Il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, tout seul. Donc voilà, ce terme de solitude, moi, il est prégnant dans cette histoire-là. En vous écoutant, là, j'essaie de réfléchir un peu comment je faisais quand j'ai un résultat de génétique à donner. Parce qu'on est neuropédiatre, on est prescripteur, et donc il y a des résultats très compliqués. Quand il y a des doutes, on envoie au généticien, il se débrouille avec les doutes. Mais quand c'est quelque chose qu'on connaît et pour un syndrome que l'on connaît, que l'on maîtrise, pour lesquels on a d'autres histoires, d'autres enfants, dans ce cas-là, je fais un peu une consultation, une annonce de diagnostic sandwich, je dirais. C'est-à-dire que le but de la consultation dans ce cas-là, c'est de rendre un résultat, et les parents le savent. Mais je commence d'abord la première partie de la consultation pour savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu la fois dernière, et donc quels sont les progrès que l'enfant a eu, etc. Donc une consultation pédiatrique
classique, je dirais, où on part du réel de l'enfant, de là où il en est, de ce qu'il a progressé et de son évolution dans sa trajectoire. Ensuite, j'évoque le résultat, qu'en effet, son trouble du neurodéveloppement est lié à un variant dans un gène, ou bien, etc. Et donc, on parle de ça, on dit ce qu'on connaît de cela. Et puis ensuite, en troisième mi-temps, je dirais, on revient à l'enfant. Et alors, est-ce que cet élément du diagnostic peut nous donner des éclairages complémentaires? Ah ben oui, tiens, dans ce syndrome, il y a quand même à vérifier que au niveau du cœur, il n'y a pas de problème. Ou bien, tiens, on va vérifier la thyroïde. Bon, donc ça nous éclaire ou pas. Dans le meilleur des cas, ça nous éclaire. Et puis après, en troisième mi-temps, de revenir sur, bon, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'il en est de la psychomote? Qu'est-ce qu'il en est? Tiens, il faudrait peut-être démarrer de l'orthophonie. C'est-à-dire que si on s'enracine dans le réel de l'enfant, dans là où il en est, je crois que le diagnostic, dans ce cas-là, il reste incarné, quoi. Il n'est pas hors sol, technique, comme quelque chose qui vient comme ça, surplombé, dont on ne sait pas quoi faire. C'est le ressenti que j'en ai. Après, comment les parents le vivent, j'en sais rien. Si, parfois, en consultation suivante, on en reparle. Mais donc, pas que ce soit une consultation brute uniquement pour donner un diagnostic, mais que ce soit, je dirais, avec un avant, un après, et que dans cela, logiquement, vient la question du pourquoi. Moi, il me semble que une annonce, c'est une révélation. Enfin, on parle de l'enfant, révélation, c'est celle-là qui risque d'être traumatique. Et puis après, il y a un projet de vie modifié par la révélation. C'est-à-dire, il y a tout ça ensemble. S'il manque le projet de vie, on est juste dans le traumatisme. Donc, c'est pénible, difficile d'entendre, de s'entendre dire que son enfant, il n'est pas comme on l'attendait. Mais s'il reste ça, tout le boulot, c'est les parents qui vont devoir le faire, de réinventer. Et en général, quand ils sont fragiles, ils vont dire, les médecins, je les crois pas, je fais mes affaires et puis je vais voir ailleurs. S'il y a une révélation et un projet de vie, psychomote, etc., modifié, à ce moment-là, ils s'embarquent. Bon, c'est pénible, mais ils peuvent s'embarquer. La vie continue, ils peuvent continuer à être parents. Parents de cet enfant, on vient de leur dire qu'il n'est pas pareil, d'accord, mais ils vont continuer à le faire. Il me semble que c'est... oui. Besoin de l'enfant. Je pense que là, c'est aidant aussi pour les parents. Et du coup, ça permet de répondre mieux en tant que professionnel parent aux besoins de l'enfant et du coup d'accompagner aussi les familles. Oui, il y a une... Oui, bonjour. Moi, je m'appelle Estelle, je suis orthophoniste. Je travaille dans un IME et je réponds un peu, avec plusieurs choses que j'ai entendues par rapport au diagnostic. Premier point que je dirais, c'est que quand on parle de diagnostic, il y a plusieurs étapes de diagnostic. Moi, en tant qu'orthophoniste, on me demande de poser des diagnostics concernant du langage, de la déglutition, etc. Et que parfois, je peux être en difficulté dans le centre où je travaille parce que les enfants n'ont pas de diagnostic génétique ou autre qui a déjà posé. Donc moi, on me demande de poser un diagnostic. Des fois, je suis un peu perdue. Les parents, les équipes ont des attentes. Donc je pense que sur ce point-là, le diagnostic peut être vraiment... aidant par rapport au travail pluridisciplinaire, par rapport à l'intérêt de l'enfant, du jeune, de l'adulte. Et je veux aussi dire que dans notre travail, on doit apporter, je pense, en tout cas, moi j'apporte une grande place à l'accompagnement des parents, et que quand des parents viennent me solliciter et que moi-même, je ne sais pas ce qu'a leur enfant, donc ça me fait penser à ce que vous disiez, monsieur, la solitude, que quand j'ai les billes dans mon sac pour proposer un accompagnement vraiment personnalisé à l'enfant, je me sens moins en difficulté pour accompagner les parents. Donc, je pense que c'est vraiment très important de poser un diagnostic. Après, encore une fois, on est d'accord sur le fait qu'il faut bien le dire, mais que pour nous, les professionnels de rééducation, ça va nous aider aussi à bien faire notre travail et à pouvoir accompagner la famille et le jeune, la personne qui est dans la situation de difficulté au quotidien. Et du coup, peut-être ça peut être un indicateur aussi pour réduire cette sensation de solitude qui est rencontrée par les familles, parce que moi, j'en vois beaucoup au quotidien, des familles qui se posent beaucoup de questions, qui sont perturbées, et moi, j'ai pas de réponse à leur donner. Voilà, c'était juste des petites remarques. Je vous rappelle, et vous allez avoir, si vous regardez sur le diaporama, que M. Desportes nous a dit qu'il y avait un diagnostic, alors je reprends, un diagnostic, un nom, après un diagnostic fonctionnel
Il y avait un diagnostic étiologique, génétique ou pas génétique, et quelque chose qui a à voir avec le socio-émotionnel. Hein. Et je crois qu'il y a les 4, et c'est important. Et quand on discute là, c'est compliqué parce qu'on ne sait plus duquel vous parlez. C'est-à-dire que vous, en tant qu'orthophoniste, on vous demande effectivement qu'est-ce qui dysfonctionne. Et ce n'est pas l'origine de la dysphasie, etc. Ça, vous n'en savez rien. Et puis, peut-être ça ne va pas vraiment vous aider pour savoir ce que vous allez faire. Quelquefois, mais pas forcément. Je ne dis pas trop de bêtises. J'ai tout compris là, sur ce que vous avez dit ce matin. Mais on peut y retourner dedans parce que c'est pas évident, quoi. Hein. Et puis quand on en parle, diagnostic, on ne sait plus, entre nous, on ne sait plus de quoi on parle. Est-ce que c'est l'étiquette? Est-ce que c'est les symptômes? Est-ce que c'est tout ça en même temps, quoi? Exactement. David, juste, David, j'ai peut-être juste une dernière question. On a juste des personnes qui n'habitent pas à Montpellier, comme c'est dommage. On aimerait bien les garder et qui ont un train dans pas longtemps. Voilà. Alors, je vais faire très court. Je vais prendre ma casquette révolutionnaire, parce que vous avez vu, j'aime bien faire la révolution. Oui, on avait vu. Dans la salle, maintenant que vous avez entendu tout ça, qu'est-ce qui vous a fait bouillir? Qu'est-ce que vous voudriez changer? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez faire pour pouvoir modifier les choses ou pas? Je relance le débat pour 3 jours. Dites-nous oui. Là. Une petite chose. Oui, c'est qu'est-ce que vous voulez? Il y a une révolutionnaire en bas, à gauche. À gauche, c'est normal. Allô? La mère d'un qui a atteint d'une maladie. Il faudrait que vous parliez tout près de votre... Oui, donc je suis la mère d'une jeune fille atteinte d'une maladie rare, syndrome DDX3X. Elle a 21 ans aujourd'hui et a été diagnostiquée il y a 2 ans seulement. On est resté assez longtemps dans une errance. Le diagnostic nous a fait beaucoup de bien puisque finalement on a pu mettre un nom sur toute une problématique depuis sa naissance. Et de l'autre côté aussi, ce diagnostic fermait aussi bien sûr une porte parce que du coup, il y a un nom, il y a un réel problème. Et puis ma question, ou ce qui m'a toujours posé problème, j'ai pensé aussi que le diagnostic pouvait mieux aiguiller sa prise en charge. Malheureusement, sur le terrain, ça ne se passe pas comme ça. Il y a quand même un plan personnalisé qui est établi, tout ça, c'est vrai. Mais le manque de personnel dans les institutions fait que finalement, il n'y a pas plus d'orthophonie, il n'y a pas plus de psychomotricité, il n'y a pas plus de kiné. Et c'est le côté très décevant, en fait. Maintenant, ma question, est-ce qu'il est pertinent d'encourager tous les parents à demander, à rechercher un diagnostic pour leur enfant? Il me semble que oui. Je ne sais pas si vous partagez cette opinion, parce que je sais que le séquençage de l'exome est quand même quelque chose qui est très coûteux. Et pour constituer des cohortes, il me semble qu'il est important d'avoir beaucoup de diagnostics pour avancer dans la recherche. Alors, la réponse est-ce qu'il faut encourager tous les parents? Je pense que c'est aux parents, voire aux jeunes, de décider s'ils souhaitent avoir le diagnostic ou pas, parce qu'on ne va pas dire venez tous faire un diagnostic, c'est pas à nous de décider. Il y a des moments où on a envie d'avoir un diagnostic et qui sont des moments qui sont très variables en fonction de la vie et en particulier au niveau des parents. Souvent, l'envie d'avoir un diagnostic quand le jeune est devenu adulte est moins prégnant. Il y a moins d'envie parce qu'on est passé à autre chose. Que finalement, une partie d'avoir envie d'un diagnostic, c'est de savoir où on va avec le jeune. Puis finalement, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, on sait où on va en bout, pour un bout. Et souvent, c'est la fratrie qui rallume en fait la demande du diagnostic.
c'est les frères et sœurs de l'adulte avec des difficultés qui, eux, ont besoin d'avoir un diagnostic pour leur propre projet de vie par la suite. Du coup, c'est plus vraiment le besoin ni du jeune, ni des parents. Et donc ça, c'est assez compliqué, en fait. Donc il y a vraiment des temps différents avec des demandes différentes. Donc c'est pas, je pense que c'est aux différentes personnes de savoir s'ils ont besoin d'un diagnostic ou pas. Pas à moi, en tant que généticien, de vous dire oui, il faut faire un diagnostic pour tout le monde. J'avais juste deux remarques, peut-être plus vers la conclusion. C'était par rapport au diagnostic. Je trouve qu'on a parfois, j'ai l'impression en tout cas de ce que je vois des familles, quand certaines familles racontent l'annonce qu'elles ont eu du handicap, ça paraît quand même incroyable dans le pouvoir qu'ont utilisé les médecins, et je trouve qu'ils peuvent outrepasser parfois en faisant quelque chose qui est de l'ordre de la prédictibilité, comme si on empêchait symboliquement des parents de se projeter dans l'avenir. Je trouve que ça, alors c'est de plus en plus rare avec le temps, mais on se demande si c'est simplement la difficulté des familles à l'entendre, ou s'il y a parfois des maladresses patentes qui sont comme des pronostics, comme si on pouvait s'autoriser. Je veux dire, il y a des éléments techniques, mais de là à s'autoriser à rendre prédictible l'avenir de quelqu'un, c'est quand même curieux. Et la deuxième chose, c'était par rapport à Christian, c'était comme une boutade, mais c'était pour dire qu'il y a un monsieur du côté des Jardins de Bentenac, en fait, un lieu de vie assez extraordinaire près d'ici. Et il y avait un monsieur qui s'appelle Stéphane et qui voulait apprendre à piloter un avion, puisque c'était ce qui était dit, et qui est arrivé à l'aérodrome de Candiargues. Voilà. Voilà, et moi je l'ai connu, il était haut comme ça, dans le service de pédopsie, et il était autiste, mais jusqu'au bout des pieds, hein, je peux vous le dire. Et donc, si on a et il continue à l'être, là, pour reprendre ce qui a été dit ce matin, il a toujours la CARS à 34 ou à 35, n'empêche qu'il copilote des avions. Et personne, quel que soit le contenu de la technicité ou le degré de science de l'époque, pouvait prévoir cela. Donc, il y a quand même une part possible aléatoire, quoi. Est-ce que tu peux nous répondre sur cette question du pronostic? Parce que tu as été très clair ce matin, tu as dit le diagnostic, c'est pas un pronostic. Ouais, clairement. Hein, voilà. Mais est-ce qu'on y arrivera? Voilà, c'est comment. Voilà. Alors, je complète la question, c'est parce que c'est ambigu. C'est-à-dire ce que vous nous dites, c'est une personne kabuki. C'est très important de savoir qu'elle est kabuki parce que, alors je sais pas ce que tu me disais à propos de l'intelligence, et puis oui, à propos des doigts, vous vous souvenez la césure sylvienne avec le graphisme. Avec le graphisme, voilà. Bon, donc ça peut être très utile de savoir que parce qu'elle a un kabuki, elle va pas y arriver, quoi. Voilà. Et en même temps, pas toutes. Bah, en fait, le problème, c'est que quand j'ai le virus de la grippe, je suis pas toujours intubé, ventilé, avec un SDRA et 42 fièvres et une lise musculaire. Parce que à l'autre bout du spectre de l'expression de ma maladie, bah, finalement, je n'ai rien. Juste, je porte le virus de la grippe. Voilà. Bah, la génétique, c'est la même chose. C'est comme n'importe quel problème médical. J'exprime plus ou moins mes symptômes et aujourd'hui, on est capable de dire le pourcentage de tel symptôme, tel symptôme, tel symptôme. J'ai une mutation dans le gène SHANK3, j'ai 80% de risque d'avoir j'ai 80% d'expression d'autisme. Voilà. Mais c'est 80%. Puis il y a d'autres gènes, ça sera 20%. Mais c'est que 20%. C'est-à-dire qu'une fois sur 5, ça arrive, 4 fois sur 5, ça n'arrive pas. Donc, c'est ça la difficulté de bien comprendre la différence entre un diagnostic de précision apporte des connaissances sur la trajectoire de vie, mais en même temps, on n'est pas pronostique sur quels vont être les obstacles à tel ou tel moment. Mais l'intérêt de connaître l'obstacle, c'est de se dire, à tel moment, on va faire une vérification de si l'obstacle est là ou pas, et de voir comment on va travailler et avoir des connaissances suffisantes pour contourner cet obstacle, pour continuer dans notre trajectoire de vie, parce que nous, ce qu'on veut, c'est la courbe qui monte. Ce que tout le monde veut, en fait. Et ce qu'on peut apporter sur le plan médical avec un diagnostic de précision, c'est uniquement ça, c'est une meilleure connaissance de la trajectoire de vie, de où sont les obstacles et comment on peut les contourner pour aller plus loin. Je voulais vous demander, Monsieur Geneviève, qu'en est-il des thérapies géniques? Puisque on en est loin, est-ce que c'est de la science-fiction ou est-ce qu'on s'en approche? Parce que j'ai vaguement entendu parler sur certaines formes de chromosomes mosaïques des possibilités. Qu'en est-il? Alors, sur la thérapie génique
classique telle qu'on l'a connue dans le XXe siècle. On pédale dans la semoule bien comme il faut. C'est très compliqué, c'est très lourd à mettre en place et globalement, bon, c'est très long. Mais arrive une autre possibilité thérapeutique via les ciseaux ADN, les fameux CRISPR-Cas9 ou CRISPR-Cas9, qui ouvrent potentiellement d'autres possibilités. On se sert des outils des premières étapes et on bascule dans le 21e siècle dans peut-être d'autres possibilités. Mais aujourd'hui, c'est pas clair. On ne sait pas encore. On voit les promesses, mais vous savez que les promesses, en période d'élection, on en a beaucoup. Et puis après, les applications, on n'a pas tant que ça. Alors, je ne veux pas faire le politique du CRISPR-Cas9, mais bon, voilà, on a l'impression qu'on va avoir quelque chose qui risque de changer la donne, de révolutionner, en particulier quand tous nos gènes sont en double exemplaire. Si on a un gène qui est altéré et qui fait qu'on n'a plus que la moitié de l'information, on a une maladie génétique, et beaucoup de maladies génétiques sont comme ça. Et on peut glisser ce fameux CRISPR, donc c'est un guide qui se met juste en face du gène qui va bien, et on va mettre quelque chose pour surexprimer, pour revenir à 100% de protéines. Et à ce moment-là, guérir le problème génétique, entre guillemets. On n'est plus vraiment dans de la thérapie génique, on est dans de la modulation génique à but thérapeutique. Bon, après, c'est des éléments de langage, peu importe. Après, se pose toujours les mêmes questions de la thérapie génique. Si j'ai une maladie musculaire globale dans tout mon corps, comment j'arrive à administrer dans tous mes muscles ce fameux petit guide et faire réexprimer le gène? Si dans tous mes neurones, j'ai ce problème de chimie dans les neurones, à quel moment je réussis à rétablir cette chimie? Donc ça reste quand même avec des difficultés qui fait que, bon, peut-être que dans un certain nombre d'années, on y arrivera, parce qu'on a des possibilités d'injection stéréotaxique dans le cerveau avec des robots chirurgicaux qui fait qu'on est très précis. Mais en même temps, bon, il y a des sacrés défis à relever. Je vous propose qu'on s'arrête sur ces perspectives. Oui, on peut? Non? Ah ben oui, parce que c'est vous qui concluez tous nos temps. Je vous laisse conclure alors. Merci à tous et merci qu'on est avec vous. Et merci pour ANT. C'est pour une fois que on est ensemble pour le midi et on est ensemble. Et surtout, en plus, c'est déjà tous partis, donc voilà. Et bonne soirée.